Hey, bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de cette série La boîte dans la boîte. Alors pourquoi le dernier épisode? Tu vas me dire mais on est en plein milieu de chantier. J'ai décidé de te faire un gros épisode plutôt que plusieurs petits. Tu me diras ce que tu en as pensé en commentaire. Dans cet épisode, tu vas avoir une chape allégée, du ragréage, une cuisine et encore plein d'autres choses. Donc je te souhaite une bonne vidéo. Bon, aujourd'hui, on va couler la chape dans la salle de bain. Donc ça va être une chape allégée parce qu'on est sur un bâtiment ancien, plancher bois, sous ce qu'on voit là actuellement. Donc on va pas lui rajouter trop de poids. Et pour ça, j'ai décidé de passer sur une chape allégée. Chape allégée de chez VPI, c'est la chape confort. Elle est 3 fois plus légère qu'une chape traditionnelle. Elle a aussi elle t'aide pour la résistance thermique. Et, si tu as bien suivi, la réduction acoustique. Réduction acoustique, je suis toujours avec mon acolyte qui se cache. Donc on va se couler ça maintenant. Il nous a monté 20 sacs que je vais te montrer là tout de suite. Donc nous là-bas, on a 3 mètres carrés à réaliser en chape. Donc on a multiplié par la hauteur, etc. Et ça nous a donné le calcul. Au niveau du rendement, tu verras derrière chaque sac, on te dit le rendement ou sur la fiche technique. On va se faire ça non pas à la bétonnière, mais au malaxeur. Donc le malaxeur qui est prêt à travailler, le Colimix avec 2 bras. Juste avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir les préparations. Donc ça c'est, donc je vais caler un truc pour pas que ça puisse aller en arrière. Là, je vais mettre une bande périphérique tout autour pour la dilatation jusqu'à l'intérieur. Tout simplement pour que la chape puisse dilater. Si tu le mets pas, tu risques des fissurations. Ensuite, je vais mettre ce polyane pour désolidariser du sol que tu vois là. Toujours pour la même raison, parce que là-dessous, il y a un plancher bois. On ne sait jamais comment il peut être en mouvement. Donc je préfère me désolidariser pour éviter aussi la fissuration. Donc on va se le mettre en dessous comme on peut. On va passer sous les tuyaux. À chaque fois qu'il y aura des raccords, il faudra mettre un adhésif qui se trouve là-bas. Une fois qu'on aura fait ça, on va protéger les raccords de nos tuyaux. L'évacuation, c'est Silent Pépé. Let's go! Bon, là on a fini la préparation. Donc comme tu as pu le voir, on a posé la bande périphérique qui va servir à la dilatation. On a posé le polyane, tant qu'à faire on l'a fait remonter contre les murs parce qu'une mur en placo, l'humidité ça peut les abîmer. On a protégé tous nos raccords, donc on a protégé tous les tuyaux comme tu as pu le voir avec cette gaine phonique. Et là maintenant on a pris nos repères à différents endroits de la salle de bain. Ce qui va faire que à chaque fois que je vais avoir besoin d'un repère de départ, comme je vais faire ma chape, j'ai un repère ici, j'ai un repère là, j'ai un repère aux quatre coins de la pièce, on va dire. Donc une fois que tu as fait ça, tu peux attaquer. Ça c'est important, pendant tout le temps des travaux, tu vas venir mesurer. Donc là on va laisser malaxer quelques sauts. C'est parti. Voilà ce que je te disais, c'est une règle de tapissier, donc c'est souple, ça fait moins d'un millimètre. Donc du coup, une fois que tu le poses sur ta chape côté droit sur ton guide et côté gauche sur ton guide, quand tu vas tirer avec ta règle, là comme ceci, faire des allers-retours pour venir remplir le centre, l'avantage c'est que tu vas pas creuser, parce que des fois, malheureusement, si tu t'y prends mal, tu peux, ta règle elle peut commencer à rentrer un peu dans la chape et du coup tu perds tes repères.
et du coup ta chape ne sera pas droite. Là, quelques petites billes sont réapparues quand j'ai fait le raccord entre ça et ça, mais c'est pas bien méchant. Là, je vais me finir le devant, là tu vois, je viens de bien le taper avec la truelle, j'ai bien damé avec la truelle, tu vois, j'ai mis des coups dans tous les sens pour finir ce trou. Là pareil, je vais passer un petit coup de règle, histoire de dire que c'est bien du même niveau que mon repère de gauche et mon repère de droite. Après je mets un coup de flamande et on aura terminé cette chape. Voilà, il manquera plus qu'à faire un ragréage forcément, histoire de, voilà, si tu as un petit peu enfoncé la règle par endroit, s'il y a des petits trucs à rattraper, tu auras un truc bien plan, bien nickel. Allez, petit coup de flamande et c'est fini. Bon, avant de renvoyer le ragréage, comme d'habitude, on vient avec ce joli bébé. Donc c'est une surfaceuse. Comme d'habitude, je te mets les liens en description de tous les outils qu'on utilise au quotidien. Avec un bon aspirateur, de préférence un classe M pour les poussières de béton comme ça, c'est efficace. Parce que les L que tu vois pour les girafes, etc., c'est encore autre chose. Et ça va pas t'aspirer vraiment les fines particules que la poussière de béton va t'envoyer. Donc prévois bien un aspirateur M et une surfaceuse. C'est des choses que tu peux louer hein, si tu les as pas, dans le pire des cas. On va surfacer tout le sol. On vient d'en faire un petit échantillon là. L'idée c'est d'arriver à ça. Tu vois, d'arriver au sol d'origine. Ensuite, primaire d'adhérence et ragréage. Ben, c'est toi qui vas le faire, Elian. C'est parti. Voilà, une fois le ragréage posé, donc là tu vois un peu de blanc, un peu de gris, tu t'inquiètes pas, c'est qu'on avait juste protégé cette partie-là pour poser le pistolet à peinture ainsi que les bidons. Et c'est pour ça que le fait d'avoir repeint le plafond au pétard, il y a de la peinture qui est retombée, quelques gouttes. Donc c'est pas gênant pour nous parce qu'on pose pas de carrelage, donc on n'a pas de problème d'adhérence. On va poser ce que tu vois là par terre, c'est du Cortec, je vais y revenir juste après. Je voulais juste te dire que le ragréage, ça s'est super bien passé. Ces coups-là que tu vois là, c'est les coups de rouleau débuleur qui sont restés marqués. Mais sinon, on a passé la règle, c'est hyper plan, il n'y a pas de souci. Ce que tu vois là, ici et là, c'était les endroits où il y a les petites cales. Je les ai grattés parce que ça faisait des toutes petites bosses, le ragréage qui se trouvait dessus. Donc par endroits, c'était noyé de partout. Et là, ça faisait une toute petite bosse de rien du tout. Donc je pouvais les laisser, mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Je préférais les enlever. J'avais peur que ça gêne la pose de ce produit-là. Ce produit-là, c'est du Cortec. Donc c'est pas du carrelage. C'est pas de la dalle PVC. C'est de la résine. Voilà comment ça se présente. Il y a un côté qui est en liège. Donc pour le phonique, on est vraiment pas mal. Et de l'autre côté... Voilà, celui-ci c'est imitation béton, donc c'est vraiment sympa. Et on va se retrouver avec un joli bord à bord avec des joints très très fins, ça c'est plutôt cool. Ils font différents formats, tu as des carrés, tu as des rectangles, tu as plein de choix. Et c'est pas du PVC, c'est de la résine, donc là, à l'abrasion tu peux y aller, donc 100% étanche. Et en plus, pas de risque si tu as des enfants, des animaux, etc. de venir abîmer le support, t'es tranquille, c'est de la résine, il n'y a pas plus costaud. Au niveau de la surface, on va être très très bien. Donc voilà, là on a commencé par faire le calpinage pour être certain de se retrouver de partout dans la salle de bain, voir ce que ça allait donner. Donc on a fait une pause à blanc, un peu de partout dans la salle de bain, c'est nickel. On va faire cette grande pièce parce que la cuisine arrive. Et là, dans les prochaines minutes pour toi dans la vidéo, mais pour nous ce sera demain, on va commencer à poser la cuisine juste là. On est impatient. Voilà, ben on est parti je crois. Tout à fait.
faire l'étanchéité de l'espace douche avant de venir mettre la faïence. Donc on va s'arrêter là au niveau de l'étanchéité. On aurait pu continuer, mais cette partie-là ne sera pas soumise à l'eau. Donc ce sera le sèche-serviette, on sera en dehors de la douche. Donc on va s'arrêter sur cet espace-là. Pour faire ça, toujours chez BPI, on a besoin d'un kit étanche. Donc c'est le V730. C'est une étanchéité liquide sous carrelage. Je te montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, tu vas voir, c'est très simple. Tu as juste à suivre la notice. Bref, là, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce kit? Donc un manuel à suivre pas à pas. Donc on te dit le contenu du seau, tout simplement. C'est un kit pour 7 mètres carrés, donc un espace douche sera largement réalisable avec ce kit. Et là, tu n'as plus qu'à suivre toutes les étapes, l'une après l'autre, pour réaliser cette étanchéité. Dans le kit, on retrouve une bande adhésive, donc ça c'est plutôt sympa, ça t'évite de faire des ratés, des fois pas mettre assez de produit sous la bande et de devoir t'y reprendre à plusieurs fois. Là, elle est adhésive, tu la colles et tu viens mettre ton produit par-dessus, ils ont simplifié le truc, donc c'est vraiment bien. Tu as le primat d'adhérence spécial plaque de plâtre. Donc nous on a de la plaque de plâtre derrière, donc c'est impeccable. Ici, la bande adhésive aussi d'étanchéité pour le siphon de sol, ou éventuellement tu peux l'utiliser pour la partie robinetterie, pour éviter d'avoir des... c'est un point singulier aussi à traiter pour avoir l'infiltration. Le krill étanche, donc l'étanchéité liquide. Voilà. En fait, c'est hyper simple. Une fois que tu as posé tes bandes adhésives en plus, donc il y a un petit coup à prendre pour avoir un angle bien, que l'adhésif colle bien dans l'angle, pardon. Une fois que tu as pris ce coup, tu reprends ton pinceau et ton rouleau ou une patte de lapin, c'est à toi de voir. Donc la patte de lapin, si tu sais pas, c'est un petit rouleau comme ça qui ressemble à une petite patte de lapin morte. Tu prends ce produit-là en 2 couches. Avec une première couche maintenant, tu attends 2 heures quand il fait à peu près 20 degrés. Donc là, il fait 30 degrés quasiment. Donc je vais attendre un petit peu moins et je pourrai redoubler. C'est parti! On attend normalement 2 heures, il fait 30 degrés, 1h30, je reviens dans 1h30. Je passe la deuxième couche et l'étanchéité sera terminée, mes amis. Allez, c'est parti pour la deuxième couche. Toujours pareil, on dégage les angles avec le pinceau et après on roule avec un rouleau habituel de peintre. Si tu n'as pas de pinceau, tu peux tout faire avec une patte de lapin. Une patte de lapin, l'avantage, c'est que ce côté-là est en fibre. Donc du coup, tu peux aller l'écraser dans l'angle. Donc avec la patte de lapin, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de pinceau. Mais c'est plus petit, donc tu mets plus de temps. C'est parti! Et voilà, comme tu peux le voir, il n'y a pas de cheville, j'ai envoyé de la vis directe. Pourquoi? Parce que si tu te rappelles dans les vidéos précédentes, là derrière, il y a un panneau de bois de 4 cm d'épais et c'est fait pour. Du coup, tu es sûr que ton meuble ne va pas tomber.
Ces éléments-là, donc ils ne sont pas encore fixés, ils n'existaient pas en 30 par 40 de haut. Ils existaient uniquement en 30 par 60 de haut. On les a raccourcis. Après, tu rajoutes des vis parce que tu as perdu tes fixations d'origine. Sinon, tu peux recréer des fixations comme celles d'origine, mais ça demande vraiment du travail et ça apporte pas plus de résistance que ça. Des vis, ça va très très bien. Donc après avoir monté tous les éléments de la cuisine, on va mettre maintenant les portes. Les portes vont être à base de panneaux comme celui-ci en contreplaqué ou coumé. C'est du sur-mesure. On les a découpés de la taille des portes standard Ikea. Et maintenant, on va leur faire les trous des charnières. Une fois qu'on aura fait le trou des charnières, on les mettra en place. Et après, tu verras, il y aura des joues d'habillage en haut, en bas, sur les côtés, un petit peu partout. Ça va être vraiment sympa. C'est parti! Alors ça, c'est franchement pratique. C'est un gabarit de perçage pour les trous de charnière. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que tu as 3 pistons comme ça. Donc ça, c'est les 2 trous pour les vis. Ça, c'est le trou du milieu. Je vais te montrer. T'as même une petite molette pour venir faire un serre-joint en dessous, tu vois. Et après, tu as tout un tas de réglages ici en fonction du type de charnière. Là, on est sur une charnière Ikea. Du coup, il a fallu faire une petite modif. Voilà, et ça nous a fait des jolis petits Mickey. Tu vois, c'est sympa. Voilà, ça te fait un truc vraiment nickel. Donc, tu vois, tu as tes 3 points de perçage. Tu as aussi un réglage ici, tu vois, de ce que tu veux laisser là entre les deux. Un réglage de butée et tu le fais ici grâce à ces 2 molettes, une ici, une là, la butée de profondeur. On l'a réglé en fonction de ce qu'on avait besoin, comme les portes Ikea. Donc c'est vraiment bien, tu gagnes énormément de temps. Je te conseille, je te le mets en description si tu veux, tiens, je te mets un lien en description. Bon, le meuble sur mesure, les étagères sont prêtes. Du coup, on va venir les nicher entre le placard qu'on a fait sur mesure qui est recouvert en okoumé et le dressing, on va dire le placard de la chambre qui était déjà existant. En fait, la chambre, nous, on n'y a pas touché. Elle avait été rénovée par le propriétaire il y a quelques années. Et du coup, il n'y avait pas d'utilité à la rénover. Donc du coup, il y avait un placard existant. Et là, pour créer la jonction entre toute la rénovation qu'on a réalisée, notamment tout le bloc, la boîte sur mesure en okoumé, avec le reste de la chambre,
l'architecte a décidé de mettre ça entre les deux pour créer la liaison. Et tu vas voir, ça va être sympa. Comme tu peux le voir, on s'est aligné à cet élément. Donc le dressing, le placard de rangement de la chambre. Du coup, ça crée un alignement. Et une fois les portes fermées, ici, ça va créer la jonction avec la boîte. Donc là, plus que quelques vis et ce sera terminé. Bon, avant que tu me demandes pourquoi je travaille à genoux et que j'ai pas un établi, j'ai pas une table de travail, tout simplement parce que la table que j'ai, elle prend trop de place. Et ici, on a vraiment très peu de place et à chaque fois, il faut enlever et remettre des objets. Voilà, quand tu n'as pas beaucoup de place sur un chantier, c'est pas évident. Donc du coup, on se sert de ce qu'on a. On a la table de découpe, la scie sur table et une caisse. Voilà, c'est une petite astuce. Si toi aussi, tu travailles dans un endroit très confiné, il faudra que tu trouves des astuces. Là, ce que j'allais te montrer, c'est tout simplement cette petite chute qui me sert de test. Comme j'ai fait pour les portes de la cuisine, je fais des tests avant d'attaquer cette porte qui va être la porte pour accéder au WC, mes amis. Et oui, pour accéder au WC. Les WC, en fait, sont dans une petite alcôve. Il n'y a pas le choix. On n'a qu'un peu moins de 60 de large pour rentrer dedans. Et il n'y avait pas d'autre solution, sinon il fallait aller créer un WC chez le voisin. Donc là, du coup, avant d'envoyer les trous pour les charnières, tu vois, tu te fais une batterie de test. Donc au début, le premier, c'était celui-ci. Voilà. Et là, comme tu peux le voir, une fois que tu viens plier ta charnière et que tu poses ça comme ça, on était un peu trop haut, d'accord? Quand on va fermer la porte, ou sinon on va devoir amener la charnière à des réglages un peu maximal. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même avoir une liberté de réglage. Donc j'ai réduit, tu vois, j'ai réduit grâce à ces petits réglages que tu peux faire ici, cette petite molette. Voilà. Donc ça, c'est l'écartement avec le bord de la planche. Donc je l'ai réduit et là, on est beaucoup mieux, tu vas voir. Là, quand on va venir se poser, on touche quasiment. Donc ça, c'est juste des petites vis qui gênent. Mais au final, on touche quasiment, tu vois. Bon, j'ai pris des charnières où il n'y a pas besoin de faire les trous. En fait, tu as des charnières où tu as des espèces de petites chevilles, là, des tétons qui viennent et qui vont t'aider à la mettre vraiment bien nickel, la charnière. Je les ai pas prises, mais ça reste de la bonne qualité, c'est du Etich. Là, par contre, c'est là où tu dois faire attention. C'est que sur ces charnières-là, elles peuvent tourner facilement, vu qu'il n'y a pas les repères. Alors, petite parenthèse, mais sur cette machine, tu peux aussi faire les empreintes de ces trous là, d'accord? Là, j'en ai pas eu besoin, tu comprends pourquoi? Parce que je vais visser directement, j'ai pas le téton en plastique. Mais du coup, là où tu dois faire attention, moi je le fais à l'œil, mais si tu veux, tu te traces une parallèle à ton support pour être dans le bon alignement. Va pas me le visser comme ça, va pas me le visser comme ça non plus, tu vois. Moi je le vois à l'œil, je sais que je suis bon. Et là, tu mets toujours ta vis au centre de ton trou. Pourquoi? Parce que si tu commences à mettre la pointe de ta vis ici, forcément quand tu vas visser, quand la tête de la vis va vouloir rentrer dans le trou, elle va te décaler ton truc. D'accord? Ça c'est valable dans n'importe quel type d'aménagement. Il faut vraiment faire attention d'aller pointer au centre du trou. Et là tu peux y aller.
Et voilà, cette vidéo, cette série, la boîte dans la boîte, est maintenant terminée. J'espère que tous les épisodes, et surtout ce dernier, t'ont plu. Donc pour nous le dire et nous encourager, parce que ça demande énormément de travail de faire ces vidéos, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout à partager avec tes amis, histoire que ces vidéos progressent et la chaîne aussi. Je te remercie d'avance. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera encore un projet d'architecte assez sympa que tu as peut-être suivi sur Insta. D'ailleurs, si tu ne nous suis pas sur Insta, je te mets un lien en description. Rejoins-nous vite. On est plus de 60 000 et on passe de très bons moments, surtout en story journalière. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!